Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Crépin, notre conférencier du soir. Merci d'être venu nous rejoindre ce soir pour l'avant-dernière conférence déjà de notre année universitaire. Alors ce soir, je souhaite la bienvenue à monsieur Crépin. Alors monsieur Crépin, il vient d'abord, la première raison, c'est pour réparer une injustice. Mais ça, il ne le sait pas encore, c'est un justicier. En fait, il réparait une injustice. J'y suis pour rien. Mais depuis le départ de l'université en 2019, on n'a fait qu'une seule conférence sur la peinture. C'était en 2020. Alors pour ceux qui s'en souviennent, c'était M. Jean-Loup Leguet, qui est secrétaire perpétuel de la Société des antiquaires de Picardie, qui nous avait fait un commentaire d'un tableau de Géricault, Le radeau de la Méduse. Vous le trouvez encore sur Internet, si vous voulez, sur YouTube, sur Tincourt TV. Et depuis, on n'avait pas parlé de peinture. Et c'est quand même une injustice. Donc avec le comité des sages, l'année dernière, quand on a fait le programme, on a dit il faudrait quand même qu'on reparle un peu de peinture. Il y a un autre thème qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais on vous le prépare pour l'année prochaine. Donc ce soir, on va parler de peinture, parce qu'on a une grande chance. À Saint-Quentin, il y a un musée qui s'appelle le musée L'Écuyer, et qui contient dans ses salles un certain nombre de tableaux de Quentin de la Tour. Et quand on a cherché un thème et un conférencier avec mes amis du comité des sages, on s'est dit pourquoi aller chercher loin? On a peut-être sous la main déjà ce qu'il faut pour faire. Il y a matière à faire une conférence. Donc voilà. Donc on a demandé à M. Crépin, qui, d'après ce qu'il m'a dit tout à l'heure, le musée L'Écuyer à Saint-Quentin, c'est sa deuxième maison. Donc il doit quand même bien connaître. Petite anecdote, il a une autre corde à son arc, si je puis dire. M. Crépin, il est carillonneur titulaire du Beffroi de Saint-Quentin. Voilà. Donc c'est pas pour ce soir. Peut-être pour une autre fois. Oui, hein, ça pourrait être une bonne idée. Mais ce soir, il va nous parler des pastels de Quentin de la Tour. Monsieur Crépin, vous avez 1 heure. C'est à vous. Ah oui, mettre ma montre. Parce que... Bon, merci de votre accueil. Je suis très content d'être là. C'est vrai que, je n'étais pas encore passé à Tincourt-Boucly. Je viens pas loin souvent parce que mon cabinet médical c'est à Roiselle, donc oui, on n'est pas loin. Mais surtout très content de cet accueil, de aussi ce confort pour faire une communication, un échange ce soir, parce que cette salle est très belle. Et puis, je suis très content d'être ici avec vous. Donc, ne pensez pas que je vais vous infliger encore ça, que simplement que vous savez que je m'appelle Francis Crépin, je suis guide conférencier, c'est pas pour ça que je vous projette ce flyer. Non, c'est pas du nombrilisme, c'est simplement on voit ici le visage très réjoui de Maurice Quentin de la Tour. C'est un autoportrait, on reviendra là-dessus. Et quand j'ai reçu ce flyer, je me suis dit, mais voilà un premier argument à l'échange qu'on va pouvoir avoir. Parce que, est-ce que quand on parle de pastel, est-ce qu'on parle de peinture? C'est-à-dire, est-ce que les deux mots sont bien en concordance, enfin les deux expressions ensemble? Quand on pense à peinture, on pense pinceau, et là on ne se sert pas d'un pinceau. Alors, je fais un petit rappel. Peindre, étymologiquement, ça vient du latin pingere, et qui signifie poser du pigment sur un support. Autrement dit, déposer de la couleur. Voilà. Ne pas penser que le mot peindre a la même racine que le mot pinceau. Pas du tout. Le pinceau, ça vient de penicillum, qui signifie petite queue. Donc, vous voyez, hein, alors, les pastels, c'est pas du pinceau. Voilà ce que c'est que des bâtons de pastel. Le pastel, ce bâton de nature pulvérulente, comme de la craie, par la gamme illimitée de ses teintes, de ses couleurs, eh bien un médium de l'art de peindre, parce qu'il va permettre de déposer de la couleur. Particularité, le pastel signifie aussi bien l'outil que l'art, et que ce qu'on en fait. On fait du pastel avec un pastel. Voilà.
Donc cette communication dont le titre associe le mot peinture au mot pastel est donc bien nommée. Merci pour le flyer, c'est parfait. Voilà. Parlons justement, pour se comprendre, du geste du pastelliste. Colorier des surfaces grâce à un tranchant de bâtonnet, par exemple. Mais pas seulement de cette manière-là, mais en fait, ce matériau, on dit souvent, j'ai parlé du médium, le médium c'est le matériau qui va permettre de créer une œuvre, le médium ça peut être la gouache, ça peut être l'aquarelle, le médium ce pastel, permet des juxtapositions de couleurs en direct, sans attendre le séchage du dessous. Donc le pastel permet une intervention directe sur le support et sans avoir à mélanger les couleurs sur une palette non plus. On change de crayon, on n'est pas avec son pinceau comme ça. Conséquence, l'exécution d'un pastel, souvent, c'est plus rapide que celui d'une huile. Et c'est ce qui a créé toute grand succès du pastel au XVIIIe siècle, comme on va le trouver tout à l'heure. Quel est justement le support pour poser ce pastel? Au XVIIIe, c'était du papier bleu. Il était bleu parce que c'est ce qui correspondait le mieux au contraste de ce qu'on mettait dessus, et issu d'une fabrication à base de chiffon, de chanvre et de lin. Vous savez que maintenant, le papier est obtenu d'une manière chimique, mais il y a encore des lieux, et on en connaît bien un, nous en Auvergne, où on fabrique du papier avec des minuscules bouts de chiffon, hein, qu'on tasse, qu'on essore, qu'on laisse sécher, et c'est comme ça qu'on le produisait au XVIIIe siècle. Souvent, ce papier va être marouflé sur une toile, parce que si on a des grands pastels, le papier, il ne faut pas qu'il soit trop fragile, donc on va l'encoller sur une toile. On utilise aussi le velin, c'est-à-dire une variété de parchemin blanc et lisse obtenu à partir de peau de veau, écoutez bien, mort-né. C'est un drôle de détail, mais voilà. À notre époque, de nombreux autres supports existent, tels des supports synthétiques ou de velours, etc. Bref, le pastel a pris une ampleur aussi actuellement. Mais revenons encore au geste du pastelliste. Tant qu'il s'agit de remplir des surfaces, on comprend bien comment ça se passe avec un bâtonnet. Quand il faut faire du détail, c'est là que ça devient compliqué. Pour l'obtention de détails très précis sur l'œuvre, le bâton est taillé avec des arêtes vives et pour obtenir le même rendu qu'on ferait avec un crayon. Mais il faudra toujours penser, sur toutes les œuvres que je vais vous faire voir, que ce sont des bâtonnets de pastel et non pas des crayons ni des pinceaux. C'est hallucinant. Voilà. Et le pastel, parlons-en justement. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Tout d'abord, le pastel, c'est le nom d'autre chose. Je me permets de faire des tas de circonvolutions avant parce que ça va nous expliquer beaucoup d'éléments pour la suite. Le mot pastel désigne une plante aussi nommée la guède et que l'on cultive depuis toujours dans le sud de la France et particulièrement dans le Lauragais. Mais cette plante broyée permettait la production d'une teinture bleue extraite des feuilles. Au Moyen-Âge, le pastel était aussi cultivé en Picardie et particulièrement à Amiens. On broyait alors les feuilles de cette plante qui s'appelle en fait le Isatis tinctoria dans un moulin à pastel pour former une pâte qui fermentait et qui séchait. C'est cette pâte qui a donné son nom étymologique au mot pastel. La pâte, pastel, voilà. Même si ce n'est pas à base de plantes pastel, parce que les pastels, il y en a de toutes les couleurs. C'est cette étymologie qui relie cette origine au médium qui va nous concerner pendant toute cette soirée. Mais on va se demander comment on fait du pastel, comment on fabrique le pastel, sinon on ne peut pas en parler. Alors voici la plante le pastel, et puis à partir de là, depuis le XVIIIe siècle,
les 3 composants principaux du pastel le médium, sont représentés là. 3 plus 1, 4 en fait. Une substance dite la charge, le plus souvent faite de kaolin. Le kaolin, c'est une argile blanche, fine, réfractaire, friable, composée de silicate d'aluminium et qui sert pour les porcelaines. C'est beaucoup de matériaux qui viennent des pays asiatiques. Voilà. Donc ce kaolin va servir de charge, c'est-à-dire qu'il va servir à fixer le colorant. Un colorant, justement, ou un pigment, réalisé à partir d'oxydes minéraux ou de substances végétales. Les fleurs, on les fait chauffer, après on les sèche. Enfin, évidemment, maintenant, il y a des tas d'autres produits chimiques. Mais c'est comme ça au départ. Et puis, un liant, dans le petit verre à yaourt, là, on dirait que c'est de l'eau, mais en fait, permettant d'associer la charge et le pigment, le plus souvent, c'est de la gomme arabique, extraite de la sève d'acacia, en Afrique. C'est une substance qui est, grande chance, soluble dans l'eau, bien que ce soit de la sève. On utilise aussi l'astracanthe, qui est issue de la sève d'arbres fruitiers orientaux. Et puis pour tout ça, pour mélanger, et puis pour étendre s'il faut, on peut mettre de l'eau. Et de là, qui va permettre de la malléabilité de l'ensemble obtenue par mélange. Les caractéristiques des bâtonnets de pastel obtenus, caractéristiques de couleur, dureté, dépendent bien sûr des proportions des différents composants. Voilà. Alors, manuellement, on peut encore le faire soi-même. On a par exemple un pigment ici, et puis on va l'étaler avec un pilon, et on va le mélanger avec, pour le façonner après dans la main. Ça, c'est vraiment l'artisanat. Et puis après, on va le mettre en forme de crayon, et ça va sécher. On va obtenir des bâtons de pastel. Voilà. De nombreuses entreprises actuellement produisent aujourd'hui encore du pastel, des gammes de pastel, mais je reviendrai sur 2 maisons spécialisées dans cette fabrication parmi les plus anciennes en France. En fait, la France est le pays du pastel. Alors, tout d'abord, la maison Giraud. C'est une ancienne photo de la maison Giraud qui est située à Montignac-Lascaux, à côté de Lascaux 4, en Dordogne, et qui est fondée en 1780, c'est-à-dire à la fin de ce XVIIIe siècle qui était l'âge d'or du pastel. C'est une entreprise artisanale qui a su s'allier aux techniques modernes et à la naissance de nouveaux pigments chimiques pour développer une gamme impressionnante de couleurs. Vous voyez plutôt. Tiens, évidemment, ça va aller. Je vais reprendre mon... Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Excusez-moi, je vais vous faire une petite révision, vous voyez. Ça va, j'étais pas encore trop loin. Voilà. On arrive à une gamme incroyable de bâtonnets de pastel. C'est une des plus anciennes marques de pastel encore en activité en France aujourd'hui. Mais surtout, il y a à Paris la Maison du Pastel. Ah oui, il faut que je... Pardon. Voilà. Je reviens parce que la Maison du Pastel, c'est une entreprise fondée en 1720 et qui était installée à Versailles, puis à Paris, rue Saint-Honoré. En 1912, elle s'établit rue Rambuteau sous la direction de Henri Rocher. Elle se définit comme la plus ancienne entreprise de pastel encore en activité au monde. Actuellement, l'atelier est dirigé par une des descendantes, Isabelle Rocher, et son associée Margaret Zayer, et qui ont développé une collection de quelques 1700 nuances de couleurs. La fabrication est artisanale. Il y a des secrets de fabrication, ce qui fait que pour acheter du pastel, si on veut l'ensemble des couleurs, il y en a une facture d'à peu près 20 000 €. Voilà. Donc on n'est pas obligé de tout acheter, hein, mais voilà. Pour essayer de clore ce chapitre de la fabrication,
mais je pense que c'était très important avant qu'on aborde les tableaux. Voici 3 vues qui montrent la fabrication de ce pastel, mais pas forcément à la main. Regardez, à partir de... Ça, c'est une belle poudre de pastel. Alors, je n'ai pas su sur cette photo si c'était du chimique ou si c'était fait des pastels de la plante. Je ne sais pas. Il n'y avait pas d'explication. En tout cas, voici un des pigments que l'on va mélanger avec la charge, le kaolin, avec le liant. Et regardez, ça donne vraiment du nougat. Voilà. Et puis, on homogénéise. Et puis, au fur et à mesure de cette homogénéisation, on va jouer sur les proportions pour obtenir, par exemple, à partir du bleu, des bleus complètement différents. Regardez. Voilà, tout ça est à partir du même pigment, mais ça dépend de la concentration de charge et d'eau même aussi. Alors, ce n'est pas des masques, hein, c'est que ça est tombé comme ça. Voilà, mais on peut obtenir... Alors, les plus grandes gammes sont celles des verts, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, notre autoportrait de Maurice Quentin de la Tour va nous servir de fil rouge pour cette communication. On l'appelle l'autoportrait à l'index. Comprenez bien. Voilà. Cet autoportrait est particulièrement intéressant car il nous présente l'artiste assez jeune. On est en 1737 et Quentin de la Tour a 29 ans. Voilà. Quentin de la Tour est né en 1704. On verra ces dates tout à l'heure. D'autres noms sont donnés à cette œuvre qui est très connue. L'auteur qui rit, ou la tour, enfin de la tour à l'index, ou autoportrait à l'œil de bœuf. Vous voyez qu'il est dans un espace en forme d'œil de bœuf. Il a donné lieu à beaucoup de répliques, beaucoup aussi d'interprétations, mais celle-ci est la meilleure, elle est au musée de Genève. On y voit un Quentin de la Tour pétillant, souriant, qui s'est représenté d'une manière simple, avec sa faluche de peintre. Il n'a pas, comme on le verra après, la perruque ni rien, il est simple. Et il nous regarde avec son index. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Il a fait certainement une très belle œuvre, enfin on s'imagine. Et c'est un autoportrait. Voilà. Alors, les grandes dates de la vie de Quentin de la Tour. Né en 1704 à Saint-Quentin, fils de François de la Tour et de reine Françoise Havard. Il ne se destine pas forcément à la carrière de pastelliste, évidemment, mais il est déjà assez doué, puisque c'est lui qui a réalisé le dessin qui est sur la droite, là, qui représente une vue panoramique de la ville de Saint-Quentin. Mais il a une cousine qu'il aime bien, et il va avoir des rapports un peu proches avec sa cousine, ce qui fait qu'elle va être enceinte, et cousine germaine, et de là va naître un enfant malheureusement mort-né, mais tout le monde le sait, c'est un peu le scandale. Donc il décide de s'expatrier de sa ville, et pour cela, il va se rendre à Paris. À Paris, il va avoir la chance de rencontrer des grands peintres qui vont lui conseiller, et la carrière va être partie là-bas. Il va être très bien influencé par des peintres qu'il a représentés d'ailleurs et qui font partie de ces portraits qui sont au musée Antoine Lécuyer. Dès 1727, il est nommé à l'Académie royale de peinture et des salons du Louvre. Il se fixe là, et ce qui n'est pas marqué là, en 1734, ce qui va le lancer, c'est qu'il a une commande de pas n'importe qui, de Voltaire, et il lui fait un portrait d'une ressemblance tellement ahurissante que les gens se disent il y a quelque chose, quoi. Et donc de là va partir sa carrière. On verra aussi qu'il fera le portrait de Rousseau. Quand on fait le portrait de gens illustres, ça fonctionne, et c'est de là que part la carrière de Quentin de la Tour. En 1750, Maurice Quentin de la Tour est nommé peintre du roi de Louis XV. Vous voyez, peintre, pas pastelliste, mais on l'appellera le prince des pastellistes. C'est vraiment une carrière fulgurante, et c'est le plus grand pastelliste
de l'époque, même s'il y en a eu d'autres. En 1784, comme commence à être atteint un peu de sénilité, on n'a jamais vu, si vous voulez, chez lui des œuvres plus pauvres que les unes que les autres, mais quand même, ses amis trouvent qu'il commence à, comme on dit, un peu à détrotter, et ils vont dire, on va te ramener dans ta ville natale. Et c'est ce qui se passe en 1784, où il est accueilli en triomphe. Pourquoi ? Parce que le pastelliste était, dans ce qu'il faisait, était assez cher dans ses œuvres, hein, parce qu'il ne voulait pas se laisser mener par le bout du nez par tous les bourgeois et les nobles, et donc il était assez cher. Mais par contre, il a fait profiter la ville de Saint-Quentin de tout cet argent. Il a créé l'école de la Tour, l'école de dessin. Il a créé aussi des missions pour les pauvres, pour les femmes en couche, et ainsi de suite. Donc il a été vraiment généreux pour la ville de Saint-Quentin. Ce qui fait que quand il est revenu en 84, on savait tous ce qu'il avait fait, et il y a eu tout un cortège pour l'accueillir. Il est mort 4 ans après, en 1788. C'est quand même bien, 1704-1788. C'est une grande vie. Voilà. Donc, en 1737, je reviens à mon fil rouge, la tour n'a pas encore la notoriété. Il se représente d'une manière très modeste, et ce qui va contraster avec les autoportraits que nous allons trouver tout à l'heure par la suite. Et il va passer sa vie à Versailles, en fait. Tout d'abord à Paris, mais en relation avec Versailles. Alors, le musée Antoine Lécuyer, lui, abrite la plus grande collection d'œuvres de la Tour. À peu près 90 numéros de catalogue. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de pastels que l'on ne peut plus trouver parce qu'ils ont été achetés par des particuliers, parce que c'était des commandes. Ce sont des portraits qui sont commandés et qui restent dans les demeures, dans les châteaux. D'autres, certains ont été rachetés. Il y a une belle collection d'une vingtaine de pastels Quentin de la Tour au Louvre. Mais le reste, il y a une collection de 90, je veux dire, œuvres dans le musée Antoine Lécuyer pour 3 raisons possibles. Soit Quentin de la Tour faisait des doubles, parce qu'on verra qu'il essaye, toute sa vie, il a d'abord travaillé sur des préparations pour aller capter le visage, pour capter l'intériorité de ces modèles. Et donc, une fois qu'il avait capté cette intériorité qui faisait que son pastel allait être prêt, après cette préparation, il faisait le pastel en entier. Mais faire un pastel en entier à partir de la préparation, il pouvait en faire 2, il pouvait en faire 3. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qu'il a fait lui-même en plusieurs exemplaires. Certains de ces exemplaires sont restés dans ses collections parce qu'il voulait avoir dans ses collections les représentations de ses amis qui étaient chers. Donc, c'est un peu comme vous faites des photos, puis vous en gardez une pour vous, quoi. Autre possibilité, certains n'ont pas pu être vendus. Quelques-uns parce qu'ils étaient trop chers. Et ils préféraient ne pas les vendre que débrader. On a des exemples, on le sait. Et souvent, les personnes qui n'ont pas pu les acheter, c'était les plus fortunés. Ça veut dire que le pastel était cher. D'autres raisons, c'est que des pastels, des œuvres ont été arrêtées pendant leur exécution. On verra pourquoi. Autre chose, le musée possède toutes les préparations qu'a réalisées Quentin de la Tour, qu'il laissait après dans son atelier. C'est autant d'œuvres intéressantes. On ne sait pas souvent, la plupart du temps, qui les représente, parce qu'il ne marquait pas dessus, lui. Après, il faisait l'œuvre générale. Alors, c'est des tableaux qu'on appelle inconnus numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais tout ça fait qu'on a beaucoup d'œuvres au musée. Mais entrons justement dans l'œuvre de Quentin de la Tour. Et je vous le présente. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Mais c'est pas un tableau qu'il a réalisé lui. Ça, justement, par dérision, on va commencer par l'œuvre de Jean-Baptiste Perronneau, qui était son concurrent principal à l'époque. Et il y a toute une histoire qui dit que Quentin de la Tour lui a dit ouais, vous êtes peut-être un bon
un bon pastelliste, vous avez qu'à me faire mon portrait, on verra bien. Bon, après, on a un petit peu laissé cette interprétation-là. C'est plutôt un hommage à son collègue pour qu'il représente le grand pastelliste de la cour de Louis XV. Donc voici Quentin de la Tour, cette fois avec sa perruque, avec sa veste, son gilet, son jabot. C'est comme ça que souvent on le représente. Mais on trouvera plus proche tout à l'heure. Mais on va parcourir quelques œuvres que j'ai choisies. Les 90, non. Hein. Et puis, il y aurait juste à dire de l'une à l'autre que de raconter la vie des personnages. Ce n'est pas ça le but. On va commencer par celui-là, qui est un des plus beaux du musée Antoine Lécuyer. C'est un de ceux que je préfère. Ça va, vous voyez bien, en fait, avec l'éclairage, ça va quand même? Oui, c'est bon. Il s'agit de Jean-Nicolas Vernet-Zobre. On ne connaît pas. C'est un peintre mineur, ami de la Tour, et qui avait aussi comme particularité, c'est qu'il fournissait de la Tour en pastel. Mais c'était un grand ami, et ce n'est pas la valeur hiérarchique des gens qui vont faire qu'on a un tableau bâclé. Au contraire, ce Vernet-Zobre, là, il nous regarde. Quand il est exposé, il faut aller le voir, parce qu'il est omniprésent dans la salle dans laquelle il est exposé. Et je vous fais voir simplement des détails. Le détail de la barbe qui n'est pas rasée du matin, le détail du nez avec ce reflet de la lumière, les yeux qui nous regardent d'une manière perçante et puis avec ce sérieux, mais quand même un visage qui est, je ne dis pas souriant, mais quand même qui nous accueille. Eh bien, n'oubliez jamais que c'est des bâtons de craie qui ont fait ça. Regardez. Regardez les reflets dans les yeux. Voilà. C'est tout, je pense que là, on fait chacun son commentaire. Voilà. Un autre, pour d'autres raisons. Jean Monnet. Jean Monnet était le directeur de l'Opéra Comique. La salle, ce qu'on appelle maintenant la salle Favart. Et il est représenté là, à la demande de Quentin de la Tour. Et ce que je vais vous montrer sur celui-là, c'est les détails. D'abord, ah oui, je vais revenir quand même sur ici. Regardez le fond. On pourrait traiter ça sur un fond clair pour que ça ressorte. Non, 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 non. C'est un fond assez foncé, avec quand même simplement ici un liseré plus clair pour que le visage ressorte et, comme disait Quentin de la Tour, pour pouvoir faire passer l'air derrière les têtes. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver là, fait d'une manière un peu différente, sur un fond plus clair, avec ce dégradé de couleur de fond. Et puis, qu'est-ce qu'on y voit? Bien sûr, l'omniprésence de la perruque, cet œil qui nous regarde, mais la perruque est poudrée. Donc, la poudre tombe sur les épaules. Et on ne la retire pas, la poudre. On ne fait pas comme quand nous, on a des pellicules. Ça fait partie de l'élégance d'avoir la veste poudrée. Regardez la broderie du gilet et puis la dentelle. Pas croyable, regardez. On voit bien que le poudrage est fait de coups de bâton, de craie. Un autre, alors là, sans commentaire, Jean-Jacques Rousseau. Vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous cherchez Jean-Jacques Rousseau, c'est ce tableau que vous trouvez. Simple. Alors ça permet aussi de poser cette question, pas seulement pour le pastel, mais que serait l'image de ces hommes illustres si on ne les avait pas représentés? Incroyable. C'est pour ça que ça valait certainement très cher, mais on a pu le souvenir des personnes les moins fortunées, parce qu'il fallait se le payer. Se payer un Quentin de la Tour, mais n'empêche que c'est grâce à ça qu'ils sont là. Donc se faire le portrait, c'était important. Justement, je voudrais revenir sur un terme, le terme portrait, qui est maintenant utilisé d'une manière différente, mais à cette époque,
ça vient du du verbe portraire. Étonnant, non? Le verbe portraire se conjugue comme le verbe satisfaire. Donc si quelqu'un a voulu vous satisfaire, vous êtes satisfait. Si quelqu'un a voulu vous portraire, vous êtes portrait. C'est drôle, hein? Et maintenant on dit faire le portrait, mais c'était un verbe du troisième groupe. Et qui dit bien ce qu'il veut dire. Portrait, pour trait. C'est-à-dire, et ça veut dire au plus naturel et ressemblant possible. Voilà. Donc l'art du portrait, c'est l'art du pastel, c'était aussi l'art de l'huile avant, mais surtout l'art du XVIIe et XVIIIe siècle. Chacun a voulu conserver son image pour la postérité. Un autre qui va nous intéresser aussi, le marquis de Voyer d'Argançon. Je ne connaissais pas du tout ce personnage avant de connaître Quentin de la Tour. Hein. C'était le maréchal des camps et des armées de Louis XV, inspecteur général de la cavalerie et des dragons, un grand soldat de la cour, quoi. Ce que je vais vous faire voir, c'est qu'il a un air un peu timide, bizarrement, parce que pourtant c'était un vaillant soldat. Regardez le fond pastel qui est plutôt comme un fond, un ciel, mais surtout le traitement de l'armure. On n'a pas de pastel couleur argentée, hein. Ça n'existe pas. Donc tout est traité à partir de gris, de blanc, de marron, et ainsi de suite. C'est de la grande œuvre. Un de mes préférés, l'abbé Jean-Jacques Hubert. Alors là, on en a déjà dans les plus grandes œuvres. Tout ça, c'est les collections du musée Antoine Lécuyer. Qui lui, c'est un personnage qui est mort en 1747, donc qui a été un peu contemporain de Quentin de la Tour. Il est d'origine genevoise et il était agent d'abord secret, puis officiel du ministère des Affaires étrangères de Louis XV. Bon, il s'est baladé partout sur la terre pour aller trouver des commandes, pour aller... Bon. C'était aussi un grand ami de la Tour. Et donc, de la Tour, est-ce qu'il a eu cette commande ou il lui a fait par amitié? En tout cas, il nous représente un abbé Hubert, je trouve qu'il est vraiment craquant, quoi, parce qu'il a cette air de malice. Il est en train de dévorer une lecture qui a l'air de le capter complètement. Regardez les doigts ici qui tiennent les pages pour pouvoir se reporter un petit peu plus loin et revenir. Il est assis, bizarrement, sur l'accoudoir de son fauteuil. C'est quand même pas très confortable. Il a tellement lu qu'il ne s'aperçoit pas que la bougie vient de s'éteindre. Et regardez, il y a même la fumée qui s'échappe là. C'est un instant vraiment pris là, comme ça. Et puis, j'aime bien ce petit détail du col qui se relève d'un côté et pas de l'autre. C'est vraiment... bon. Mais allons un peu plus loin dans les... Alors, justement, il y a un double. Vous voyez bien que... Alors, ne pensez pas à simplement la qualité de la couleur, c'est peut-être aussi la qualité de la reproduction. Ça, je ne sais pas, hein, parce que ce n'est pas moi qui suis allé photographier. Enfin, même si j'avais photographié, c'est comme c'est sous vitre. Mais là, voici le double de ce tableau qui se trouve au musée de Genève. C'est le même. À part, ici, il y a un cadre que vous n'avez pas vu de l'autre côté. Et puis, là, il y a une... Ça, c'est peut-être la photo aussi. On voit bien nettement ce qui se passe au niveau des doigts. Très bien. Et puis, si on se rapproche, oh, ce visage, voilà, il est pétillant. Et puis voilà qu'on se rapproche du livre et on s'aperçoit, ce qu'il ne voit pas sur l'autre, qu'il est en train de lire Montaigne. Sur celui du musée Antoine Lécuyer, on ne le voit pas. Vous voyez, c'est un apport supplémentaire. Voilà. J'ai pas oublié les femmes, hein. Non. Voici Marie Fell, qui a fait une brillante carrière de cantatrice à l'opéra en 1759, jusqu'en 1759, qui a interprété des œuvres de, c'est l'époque, Rameau, Rousseau, le devin du village. On disait que c'était la chanteuse au timbre d'argent, et qui est présentée avec sa coiffe de théâtre pour le rôle d'Amélie dans l'opéra de Rameau, Zoroastre. Mais surtout, elle a été la compagne de vie de la Tour
dans la deuxième partie de sa vie, elle lui a survécu pendant 6 ans. Elle est morte 6 ans après donc, de Latour. Et elle a été très importante dans la destinée des œuvres de Latour, parce qu'à la fin de la vie de Latour, le pastel avait déjà passé de mode. Et on était prêt à les brader. Et c'est elle qui a assuré la vie posthume de ces œuvres, ainsi que le demi-frère de Latour, Jean-François de Latour. Ils étaient liés d'un amour, une belle amour, amitié. Ils n'ont jamais habité ensemble, ils habitaient pas loin, à Paris, mais elle a été vraiment très importante pour Quentin de Latour. Donc, il l'a représentée vraiment avec un petit sourire, vraiment qui nous la présente d'une manière très sympathique. Voilà, justement, comme on parle de Marifel, je veux faire un petit détour encore, je fais plein de détours, sur ce musée Antoine Lécuyer qui, voilà, l'une des présentations. Ce ne sont pas des collections fixées, c'est-à-dire ce ne sont pas des collections qui restent toujours installées de la même manière, parce que le pastel est très fragile à la lumière. Les salles actuellement, heureusement, sont dotées d'un éclairage pondéré et quand on entre, on sort, ça s'éclaire plus, ça s'éclaire heureusement. Mais surtout, on n'a pas compris au siècle dernier qu'il fallait de temps en temps les décrocher, les vérifier, voir si ça n'abîmait pas, c'est-à-dire entreprendre pour chacun ce qu'on appelle le récollement. Le récollement, c'est tout ce qui va, à partir du décrochage d'une œuvre jusqu'à ce raccrochage, faire en sorte qu'on va faire un check-up complet de l'œuvre. Si elle a restauré, on la restaure. Si on simplement revoir sa nomenclature, ses tailles, et ainsi de suite. Ça fait partie de ça. Donc, il est nécessaire dans ce musée de faire un turnover des œuvres. Vous ne les verrez jamais toutes exposées en même temps. On est un petit peu malheureux de ça, parce qu'il y en a d'un seul coup, on arrive, puis elles ne sont plus là. Donc, c'est pas facile en tant que guide. Mais c'est pour leur bien. Donc, ça commence par décrochage, forcément. Et souvenez-vous, le pastel, c'est de la poudre. Alors, est-ce que la poudre a été fixée ? Il faut se dire tout de suite que les couches en dessous de la poudre, les couches de poudre en dessous sont fixées pour pouvoir remettre de la poudre au-dessus. Mais la dernière couche de pastel, celle qui est à la surface, n'est pas fixée. C'est-à-dire que si vous secouez le tableau, ça va tomber. Donc, beaucoup de délicatesse dans le décrochage, présence toujours obligatoire d'une vitre. C'est pour ça que vous avez des reflets, là c'est les spots qui éclairent, ce n'est pas des taches. Et puis quand on décroche un pastel, on fait très attention. Et surtout, on ne fait pas des regroupements de pastels pour une exposition dans un coin de la France. Jamais. On ne transporte pas le pastel. Sauf dans des cas vraiment très particuliers, quand il y a eu quelques pastels de Quentin de Latour qui ont été exposés à Versailles il y a quelques temps. Mais alors là, je veux dire, c'est la manière de transport, ça a été du top technique. Décrochage, mesure exacte, on revoit tout. Si tout ce qui était écrit au siècle dernier sur ces œuvres ou au début du siècle est vrai, référence pour le catalogue, détection des points d'altération, aussi bien sur les cadres que sur l'œuvre elle-même. Et voilà pourquoi je profitais de la présence de Marifel. Regardez, c'est Marifel, elle est moins belle que tout à l'heure. Elle était déjà un petit peu abîmée. Donc, retirée du cadre, tous les détails ont été revus, lumière rasante, et puis elle a pu être restaurée par un spécialiste. Mais la restauration ne se fait pas à l'extérieur, c'est dans le musée. On ne la transporte pas. Il y a un espace réservé à ça. Voilà. Remise en rayon, les pastels sont toujours entreposés horizontalement, évidemment. On a vu pourquoi. Et puis, ou bien création de petites boîtes spécialisées pour les recevoir. Tout ça, c'est conditionnement, c'est très important. Nouvel accrochage pour
Et là, vous voyez, avec des gants et puis beaucoup de précautions, et pour retrouver notre œuvre restaurée, cette belle Marifel. Je vais vous parler d'œuvres maintenant dont la vente a été, par Cantalattour, a été contrariée par des éléments extérieurs. Tout d'abord, cette dame, qui s'appelle Madame de la Pouplinière, et qui était épouse de Monsieur de la Pouplinière, fermier général de Louis XV, homme très riche, respecté, homme de lettres aussi, et des arts, et qui organisait chez lui continuellement des grands salons. Et c'était une femme, donc très heureuse. Elle était une femme de lettres, fortunée, qui tenait salon et que Quentin de la Tour, des salons que Quentin de la Tour fréquentait. Mais donc Quentin de la Tour commence un tableau, et cette dame, malheureusement, elle est l'amante du maréchal de Richelieu, et qu'elle va rejoindre dans un appartement particulier où il y a, on sait, une cheminée avec un fond tournant, et elle rejoint son amant derrière dans la pièce contiguë. Très bien. C'est toute une histoire qu'on connaît bien. Il y a même eu des textes qui ont été faits là-dessus par des chansonniers. Bon, oui, mais le monsieur de la Pouplinière, sachant ça, déshérite sa femme. Le tableau est arrêté. C'est pour ça qu'il est dans les collections de la Tour. Et voilà. Il n'a jamais été vraiment terminé. Les yeux ne sont pas vraiment terminés. Voilà. Dure destinée. Autre chose, beaucoup plus important. La famille royale. Le plus grand pastel du musée. 1,60 m sur 1,14 m. Alors, dire tout de suite que ceci est possible parce que on a dit que tous les pastels étaient vitrés. Mais au tout début du XVIIIe siècle, on ne savait pas encore faire des très grandes vitres. Planes, de même épaisseur, même les établissements à Saint-Gobain n'y arrivaient pas. Donc on faisait des petits pastels. Et oui. Et au fur et à mesure que les années passent, on arrive à avoir des grands pastels parce qu'on peut avoir des grandes vitres. Donc 1,60 m sur 1,14 m. L'œuvre est de 1761. Voilà. Et elle nous représente la famille royale. On va essayer de s'y retrouver un petit peu plus. Alors, Louis XV, 1710-1774, va vivre assez vieux, il va régner longtemps aussi, et qui est marié avec l'Autrichienne Maria Leczinska, 1703-1768. Très bien. De là vont naître différents enfants, dont l'un s'appelle Louis de France, et qui est destiné à régner. Mais il ne va jamais régner parce que le père, il va régner tellement longtemps que c'est le petit-fils qui va régner. Bon, il est Louis de France et va être uni à Marie-Joseph de Saxe. Et ils espèrent bien, eux, avoir des enfants qui vont succéder à Louis XV. Et donc, quand c'est des filles qui naissent, c'est cata, quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez des branches, par exemple, ici, voilà, qui ne sont pas pourvues. Parce que, bon. Et puis après, il y a des enfants naturels. Hein. Bon. Et donc, de ce Marie-Joseph de Saxe et Louis de France, n'arrive pas à avoir d'enfants. Il faut dire qu'elle vient directement de son pays, de Saxe, et qu'elle n'était pas prévue pour ça. Elle arrive, elle a 16 ans, à 19 ans, elle a déjà fait 4 fausses couches. Donc c'est une femme on disait très triste, et qui n'était pas que son mari, Louis de France, ne s'occupait pas du tout d'elle. Et elle était très proche de Louis XV, mais sinon elle a été vraiment malheureuse au début de sa vie, jusqu'à ce que naisse Louis-Joseph Xavier, duc de Bourgogne, petit descendant, enfin. Bon. Et après la mort de ce duc de Bourgogne, regardez, je ne reviendrai pas sur ce schéma, les frères et sœurs, les trois frères seront 3 rois. Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. Tout ça, enfants de Marie-Joseph de Saxe. Bon, ils n'ont pas régné longtemps, mais quand même. Alors, revenons à ce tableau. C'était une commande
de la part de Marie-Joseph de Saxe pour avoir regroupé la famille royale. Alors, ils sont 5 sur ce tableau. Il y a 5 personnages, ici, 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 ici. On va regarder de plus près parce que sinon, c'est pas facile à voir. Tout d'abord, Louis XV, qui est représenté grâce à un buste. Sa présence est là. On va voir que Quentin de la Tour a fait ses petites représentations à partir de présentations plus grandes qu'il avait fait de ces personnages-là. Parce que son Louis XV, le vrai, il est là. Il est au Louvre. Bon, là, il est un peu retourné, mais il connaissait le visage de Louis XV. Avec son armure, ça aussi, c'est très connu. Hein. Quand on regarde Louis XV, souvent, on tombe sur cette représentation. Bien. Maria Legzinska. Elle est vraiment cachée, là. Elle est là. Sur le livre. Vous savez qu'à ce moment-là, on y préférait la Pompadour. Donc, pas beaucoup de place. Sauf que Quentin de la Tour l'a quand même représenté aussi dans un grand tableau. Et c'est la même posture. Regardez. Là, la photo n'est pas très nette, hein, mais c'est la même posture de Maria Legzinska. Remarquez l'habit très riche. On continue. Louis de France, il est là-bas tout seul, je n'ai pas d'autre représentation, il est un peu mineur dans le système. Et puis, la famille royale, c'est aussi la dauphine, bien sûr, on disait Marie-Joseph de Saxe, qui est représentée ici, et que Quentin de la Tour a eu le plaisir de représenter pour elle-même par la suite. On la reconnaît, cette même position aussi. Bien. Quant à la destinée du tableau, qu'en est-il ? Sur ce tableau, il y a le duc de Bourgogne, qui est là, qui a 10 ans, qui est enfin le descendant qu'on espérait, et que Marie-Joseph de Saxe a appelé son petit chou d'amour. Oui, mais à 10 ans, on lui offre un cheval de carton sur structure de bois, avec lequel il s'amuse comme un fou. Il tombe de ce cheval, et il se fait très mal, et il y a une forme de gangrène qui s'y met, et il meurt à 10 ans. Le tableau s'arrête. On ne peut pas le payer. C'est impossible. Donc le tableau s'arrête, il n'est pas terminé. Regardez, en bas du tableau, on voit les traits de construction qui n'ont pas été effacés. Puis plein de détails, les animaux, ils sont mal faits, quoi. Et ces traits de construction correspondent au prolongement des structures des murs et ainsi de suite. C'est pas fini. Donc, l'œuvre va rester dans les ateliers de Quentin de la Tour. C'est une drôle de destinée. Voilà. Et voilà pourquoi on a c'est pas les seuls, hein, ça peut arriver comme ça. Voilà. Autre chose, je vous disais tout à l'heure que on avait aussi au musée des œuvres qui étaient restées là parce que c'était des préparations. Préparation, ça veut dire des brouillons, en fait. Et quand on a vraiment la partie substantielle du tableau, Quentin de la Tour peut s'échapper de cette préparation pour aller faire le tableau final. Alors on a plein d'inconnus. On en a parlé tout à l'heure. C'est une inconnue. On ne sait pas qui c'est. On voit bien que le fond n'est pas terminé, les yeux manquent un peu d'éclat, mais ça va, il en a assez. Il a dû faire le portrait, mais on ne sait pas où il est. Regardez, on voit qu'il a traité au crayon tout le tour, les yeux. Alors, il faut savoir on va voir que les papiers sont marrons là, mais ils étaient bleus au départ. C'est le changement de couleur avec la lumière. Préparation, inconnue. Là aussi, il y en a beaucoup comme ça. Et puis, il y en a une qui n'est pas inconnue, on la retrouve. Notre chère Marie-Joseph de Saxe. Elle est très belle, je trouve. Mais c'est une préparation parce qu'il s'est servi d'une feuille de brouillon. Vous voyez en dessous ce qu'on voit là ? Je retourne. C'est un menton d'un autre personnage. Il a utilisé la même feuille pour faire des économies. Il faut le faire quand même.
Et on l'a comme ça au musée. Voilà. N'empêche que ce visage est magnifique. Et il décrit bien ce que je vous disais tout à l'heure, cette dame qui était assez triste. Voilà. Bon. Et voilà notre Quentin de la Tour, que l'on connaît plus. C'est une œuvre qui a été faite en 1742, petite, 38 sur 30. C'est une préparation qu'il a faite de lui-même, qui n'est pas achevée. Mais surtout, ce qu'on y voit, c'est, d'abord, il est représenté, comme tout à l'heure, avec sa phaluche, dans l'intimité, et aussi l'œil central. C'est un autoportrait. Cet œil central qui regarde les gens et qui les transperce pour aller rechercher leur intériorité. Et puis, il a voulu fixer, mais de manière maladroite, et c'est à quoi correspond cette auréole qui est là. Ça, c'est pas normal. C'est une auréole de fixatif. Voilà. Mais bon, on a l'œuvre quand même. Alors, c'est un autoportrait. Et la technique de l'autoportrait, vous la connaissez certainement, il faut avoir un miroir. Très bien. On va se la rappeler quand même, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Là, ce n'est pas du tout en rapport avec Quentin de la Tour. Vous voyez ce peintre qui se regarde sur la gauche et qui se représente sur le tableau en face de lui. En fait, ce n'est pas plus difficile de faire un autoportrait que d'avoir un modèle, parce que quand vous regardez, c'est vous le modèle. Le temps que vous regardiez, c'est bon, quoi. Mais bien sûr, tout est à l'envers. Forcément. Lui, il est en train de regarder de ce côté-là, de son côté, c'est sa joue gauche, qui est là maintenant, qui devient une joue droite, et qui le représente à droite. Donc tous les autoportraits sont à l'envers. Quand même, il faut le savoir. Donc les images qu'on a des personnages en autoportrait, il faut le savoir, c'est tout à l'envers. Bien. Et lui, il est à l'envers aussi. Et puis, on verra dans ces autoportraits que je suis déjà un petit peu en retard. Je me dépêche. Hein. Voilà. Monsieur le maire, il va me regarder bientôt. Non, ça va, je suis sur la bonne voie. On verra sur ces autoportraits qui, comme exactement celui que l'on vient de voir, ils se regardent toujours du même côté. Parce que vous regardez d'un côté et vous agissez de l'autre. Voilà. Donc, ça sera toujours des portraits dans lesquels on verra cet œil qui paraît être le droit, mais qui est le gauche. Voilà. Où est-ce que j'en suis ? Oui, pardon. Excusez-moi. Alors, de cet autoportrait... Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Vous le connaissez ? Exactement. Donc, c'est ce qui a permis d'illustrer le billet de 50 francs qui est sorti en 1976. Et ce billet de 50 francs, on y voit notre Quentin de la Tour, comme celui qu'on vient de voir, devant le château de Versailles. Oui, c'était sa seconde demeure. Et si on retourne le billet, il est devant l'hôtel de ville de Saint-Quentin, sa ville natale. Oui, ce qui est amusant, là, c'est que quand on retourne le billet, il redevient dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est ça le vrai Quentin de la Tour, dans ce sens-là. Voilà, bon. Alors, on va passer en vue quelques autoportraits quand même remarquables. On revient sur l'autoportrait à l'index, on l'a vu assez, c'est notre fil rouge, qui a été utilisé par George Friedrich Schmidt pour faire une gravure. Là, il n'est plus dans un oculus, il est devant un tableau, mais vous voyez bien que c'est la même position. Mais, tiens, oui, c'est une gravure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le tableau original, il l'a peint sur du cuivre, et à la taille douce, et après, on imprime, et ça redevient à l'endroit. Ah oui, toutes les chicanes, voilà. Ensuite, on retrouve le portrait à l'endroit. Toujours en lien avec cet autoportrait, voici un autre tableau que j'aime beaucoup, c'est celui que fait Marie-Suzanne Rollin. C'est un petit peu plus tard, c'est en 1772. Non, elle est morte en 72, donc dans les années... En 70, elle a fait ça. Un autoportrait dans lequel elle représente l'autoportrait de Quentin de la Tour à l'index, qu'elle est en train de
représentée sur sa gauche. Oui, mais c'est un autoportrait parce qu'elle se regarde dans la glace. Donc, où est le portrait, l'autoportrait là-dedans? C'est bien pour se représenter elle-même. Vous voyez? Donc, c'est l'utilisation. De toute façon, pour avoir un tableau de soi-même, il faut s'adresser à soi-même. Hein. Y a pas. Et on passe en vue les autoportraits. Le plus beau, c'est celui d'Amiens. Voilà. Musée des Beaux, c'est le musée de Picardie à Amiens. C'est le Quentin de la Tour, pétillant, comme on aime le voir représenté, et qui est, vous voyez la différence, si vous vous souvenez de celui de Perronneau tout à l'heure, qui est un peu tristouné. Là, c'est Quentin de la Tour, un petit peu imbu de lui-même, mais qui est content d'être là. 1750, il avait 46 ans, port de la tête, la noblesse, c'est l'image qu'on en a. Des répliques que lui a faites, qui a réalisées. Alors ne faites pas attention, c'est toujours pareil, où est-ce qu'on trouve les photos. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même. Il n'est pas cadré de la même manière. On l'appelle l'autoportrait au jabot de dentelle. C'est un cadrage un peu plus étroit et il se trouve au musée Cognac-G. Le musée Cognac-G, c'est dans le 3e arrondissement de Paris et c'est un musée du XVIIIe siècle. Superbe. Et puis il y en a un autre qui va se loger carrément ailleurs, au Norton Simon en Californie. C'est encore une copie qu'a faite lui-même Quentin de la Tour. Vous voyez, il y en a partout. C'est pas qu'il l'a fait là-bas, hein, bien sûr, mais ça a été racheté. Les Américains sont très demandeurs. Un autre autoportrait dans les collections du Louvre que j'aime beaucoup, carrément plus tard, 1755, beaucoup de sobriété et de vérité, pas de perruque, il est détendu, désabusé, simple veste intérieure, il se regarde longuement dans le miroir en disant le bilan de ma vie, on pense à ça, des choses comme ça, hein. Il s'adresse à nous, aucune concession, aucune flatterie, c'est un de la Tour intime. Un autre, alors on va rentrer dans les autoportraits un peu particuliers, des préparations, mais on reconnaît bien le personnage, c'est dans les musées des Beaux-Arts de Dijon. C'est une préparation, mais on voit toute l'espièglerie du personnage. Un autre autoportrait qui, lui, par contre, est très abîmé, ce qui me fait dire que le pastel ne supporte pas l'humidité. Hein. Et au milieu, tout ce fratras, regardez les yeux, ces yeux bleus. S'il les a représentés bleus, c'est qu'il les avait bleus. Voilà. Et quelle présence, et grâce des yeux d'une grande présence et qui semblaient nous observer à notre insu. Et puis, un dernier, on a suivi chronologiquement. On l'appelle autoportrait âgé, qui est une collection particulière et considéré comme le dernier autoportrait réalisé par l'artiste. Il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres, mais je ne sais pas où ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent et tout, donc je ne vous les présente pas, puis ça fait un peu beaucoup. C'est un visage âgé, cheveux blancs, et avec des cheveux aussi clairsemés. Latour a cherché à transcrire sans complaisance son image donnée dans le miroir, sourire cependant, mais qui a régné sur tous ses autoportraits. C'est une œuvre inachevée, juste un témoignage, un repérage dans l'âge de l'artiste. Bon, j'en ai plus pour longtemps, je vous promets, mais j'ai encore 2-3 petites choses trop fortes à vous faire voir. Alors, on entre pour 3 grands tableaux, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que ça, et on va se déplacer pour ça bien loin d'ici. On va aller justement dans le musée de Los Angeles. Ce tableau mesure 2 mètres sur 1,50 m. Il représente Gabriel Bernard de Rieux, qui est mort en 1745, qui était conseiller au Parlement de Paris, puis président de la 2e chambre du Parlement. Il était comte de Rieux, personnage influent, riche, qui a fait la commande de ce tableau en 1739, c'est-à-dire il était très jeune encore, Quentin de la Tour. Et c'est collection du musée de Los Angeles. Et là, voilà, ça passe de commentaires. Les mains qui prennent délicatement les feuilles, la dentelle, le traitement des objets sur la table. C'est un tableau complet d'un environnement. Les livres, on repense aussi aux livres tout à l'heure de l'abbé Hubert,
C'est le plus grand jamais exécuté. Il est à Los Angeles. Bon. Et une fois que ce tableau a été fini, Quentin de la Tour a exécuté la pastel de Madame Rieu. Il devait avoir des sous. 1,16 m sur 90 cm. Celui-là est en France. Il est au musée Cognac-G, dont je vous parlais tout à l'heure. Là. Pardon ? Oui, oui. Ah bah oui. Alors, musée Cognac-G, c'est un musée créé par la collection de monsieur Cognac et de madame G, qui était propriétaire d'un grand magasin. Voilà. Donc tout ça, c'est les très grands tableaux. Et puis il y en a un quand même qui trône au Louvre, la marquise de Pompadour. Voilà. Jeanne-Antoinette Poisson, morte en 1764, prise sous la coupe d'un fermier général, le Normand, pour son éducation. C'était un esprit fin et intelligent. Elle devint la favorite, on le sait, de Louis XV, protectrice des arts et des lettres. Elle voulut de la Tour une œuvre qui garderait son image pour sa pérennité. Portrait commencé en 1752 et terminé en 1955. Parce que Louis XV était très jaloux et que... Non, et oui, et Quentin de la Tour n'admettait pas qu'il y ait un témoin pendant le temps qu'il faisait le pastel, et il virait toujours Louis XV. Et Louis XV faisait des furies. Non, 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 vous êtes là, j'arrête. Et ça, il a repris le tableau. Bon, il faut dire que c'est une œuvre magistrale. Elle est protectrice des arts, et on le voit bien, là, elle tient des partitions. Voilà. Donc, c'est vraiment le signe que Quentin de la Tour était le prince des pastellistes à Versailles. Parce que la Pompadour, représenter la Pompadour, c'était incroyable. Alors, il me reste quelques vues à vous passer, c'est tout, pour vous dire que le musée Antoine Lécuyer, et je vous invite à y aller, si vous voulez, on peut s'y retrouver un jour, c'est pas arrêté aux œuvres de Quentin de la Tour. C'est devenu un lieu dont les réserves sont beaucoup ces réserves sont consacrées au pastel, mais au pastel des autres périodes, pour qu'une collection soit toujours en évolution. Et par exemple, on va dans le 19e siècle, alors voici, les salons des pastels sont ici. Ici, c'est toutes les œuvres classiques. Et on a notamment Renoir, avec Mademoiselle Dittirle, de Auguste Renoir, c'est l'impressionniste bien sûr, remarquez comme le pastel est traité différemment, frotté au crayon. Et puis les yeux qui sont si importants pour Quentin de la Tour ne sont même pas représentés, mais c'est une très belle œuvre. Madame Dittirle, c'était une femme de la nuit à Paris, une cantatrice, une cabaret, et ainsi de suite. Donc elle était très connue. Un autre tableau on a changé d'époque. Regardez la taille juste sous les seins, on a vraiment changé d'époque, on est dans le 19e siècle, et c'est l'apprentissage de la leçon de danse. Alors ça me fait aussi penser que celle-là, elle n'existe pas dans les collections de photos, donc je suis allé la photographier. Oui, mais il y a une vitre, et c'est pour ça que vous voyez des reflets ici, et il y a même le reflet de la vitre du tableau inscrit derrière moi. Je ne peux pas faire autrement. C'est aussi pour vous parler de ça, c'est très difficile de photographier. Ici, on a un autre personnage qui est fait par un peintre, un pastelliste, Gervex, qui est mort en 1929. Vous voyez, on n'a pas la même époque. Et on a un retour au portrait classique. C'est toute une évolution dans ce pastel. Tout ça, c'est du pastel, tout ça, c'est vitré. Et puis, on arrive dans les œuvres, pour les dernières, plus modernes. Ça change. Ça s'appelle Corridor 2, 1981, François Balbâtre, qui est né en 1938, mais qui est toujours avec nous de ce monde. C'est une vue entêtante et plutôt hallucinatoire d'un corridor traité dans les tons pourpres, avec une lumière salvatrice tout au fond, mais ça fait partie d'un ensemble, d'une série avec des changements de couleurs. C'est un format inhabituel aussi, qui crée encore plus l'angoisse dans ce corridor. C'est le format aussi du cadre. Ce qu'on voit ici, ce sont des cartons à dessin, oui. Voilà, bref. Et puis, un que j'aime beaucoup,
une nature morte au livre de Pierre Schira, né aussi en 1938, même année que Balbas, et qui c'est un des exemplaires d'une toute une série de natures mortes rendant hommage à la littérature. Et ça, c'est ma photo, mais le musée m'a donné la vraie photo où on entre vraiment dans l'œuvre. Là, c'est une photo de très très bonne qualité. Voilà. Et puis, on change. Hein. Voici une œuvre de Otto Friedrich, qui est né en 1878 et qui est mort malheureusement dans un camp en Pologne en 1943 et qui a représenté ce qui s'appelle ici composition abstraite. On a l'habitude de ces compositions, vous remarquerez notamment souvent ces parcelles de même forme et qu'on retrouve comme ça retournées un peu partout. En fait, on sent bien que ça se rapproche de la facture d'un vitrail. Et il a représenté des vitraux. On retrouve encore les mêmes genres de... Voilà. Alors, ce n'est pas des vitraux qui ont été mis dans les églises, c'est des vitraux pour être exposés. Celui-là a été exposé au musée de Montmartre. Et puis, donc, seul, je vais dire, bien sûr, seule ce qu'on appelle la fleur du pastel, qui est en dernière couche, permet des effets de vitraux aussi contrastés que ça. À l'huile, non, ça c'est vraiment pastel. Donc il est exposé en ce moment au musée. Voilà. Et je finis sur cet autoportrait que je ne vous ai pas fait voir, parce qu'il nous attend à la fin comme ça, avec son air malin. Il est là. Hein. C'est vraiment un personnage que je regrette de ne pas avoir connu et que je suis content de vous avoir présenté. Voilà. Bravo, Monsieur Crépin, merci beaucoup. Le contrat est rempli, on vous avait demandé de parler de Quentin de Latour et du pastel. Vous nous avez expliqué comment c'était le pastel. Vous nous avez expliqué après Quentin de Latour le pastel et vous nous avez expliqué la vie de Quentin de Latour. Donc on ne peut pas dire le contrat est rempli, bravo, merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, précisions à demander à notre conférencier du soir, sinon après on passera au pot et vous pourrez le voir autant de temps que vous voulez, puisqu'il est à notre disposition. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Alors, je vais passer. En tout cas, je redis ce que je viens de dire. Si un jour l'université de Tincourt veut venir au musée, je reçois volontiers. Voilà. Enfin, on organisera une visite. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui, c'est rien. Bonsoir. Bon, je ne rajouterai rien à ce que dit Vincent. Moi, je ne connaissais pas ce photographe du XVIIIe siècle. Alors, je fais un peu le parallèle. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il mettait pour faire un portrait et puis le temps de pose de la personne qui était... Oui, ça allait assez vite, sauf pour la Pompadour. Mais parce que souvent, ce sont des portraits. Mm-hmm. Quand on arrive à la Pompadour, bon, il y a ce problème avec Louis XV qui est réel. Hein. Et puis qu'après, il y a quand même un gros travail sur le costume et tout. Bon, mais ça, il le faisait dans son atelier. En tout cas, une commande de pastel, ça pouvait être une semaine. Voilà, c'est ça. Sauf pour les grands comme ça. C'est vrai. Mais c'est l'art qui va le plus vite. Parce que la peinture, tube, et encore, pas à ce moment-là, parce que le tube arrive au 19e siècle. On fait la peinture sur la palette, on mélange, on cherche, toc, toc, toc. Là, non. Les couleurs sont là. Et vous n'avez pas à trifouiller sur votre palette. Et vous y allez, un trait. Ah, on peut effacer, on peut étaler. Donc, quand on a la technique, ça va vite. Et c'est pour ça que ça a une grande renommée. Et c'est pour ça que les gens voulaient tous. Et puis, ça donne une vérité. Alors, non, mais vous avez raison, c'est rapide. Alors, je ne vais pas chronométrer. C'est un peu surprenant parce que quand on voit la définition des visages, si on fait le parallèle avec les pixels d'un appareil photo, je ne sais pas. Exactement. Alors, dernièrement, est venu un pastelliste, là, Belloso, là, qui est un pastelliste. Bon, j'ai pas pris des représentations de ses pastels parce que lui, c'est un hyper réaliste. C'est-à-dire qu'il a exposé au musée.
vraiment, on croirait des photos, et même trop, si vous voulez. Et il a exécuté devant ceux qui étaient là. Vous avez vu quand on voyait quelqu'un qui faisait un œil tout à l'heure, il l'a fait devant les gens là. Alors bien sûr, lui, il y va petit à petit. Mais on sait que Quentin de la Tour était plus rapide, il avait la technique, quoi. Pardon ? Bah oui. Oui. Merci. Actuellement, comment protège-t-on les pastels ? Uniquement avec le verre ? Pareil. Oui. Oui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, toujours pareil, il existe du fixatif, mais pour fixer les couches profondes, pas pour fixer... Alors, vous pouvez la fixer, hein, oui. Mais ça ne préserve pas la fleur. Donc les pastels sont tous faits. Les pastels que je vous ai fait voir là, les modernes ou ceux qu'on achète maintenant, tous les pastels de Belloso là ils sont tous vitrés. Ah bah oui. Parce que lui, il a fait des recherches pour essayer de fixer ses pastels. Ça a été l'échec. Quentin de la Tour, oui. Oui. Oh puis ça a été l'échec parce que le fixatif maintenant est vendu en bombe aérosol. Ça étale bien. Vous imaginez, allez, pof, on recommence. Et c'est arrivé. Et en plus, c'était fait avec il faisait comment dire, le produit était dans une bouteille, on soufflait avec une pipette, ce qui envoyait le fixatif sur l'œuvre. Très toxique. Et puis, il suffisait de ne pas avoir la même puissance de souffle. Alors là, c'est catastrophique, quoi. Mais les couches internes sont fixées pour pouvoir rajouter. Les couleurs ne passent pas. Moi, je me rappelle être allé au musée de Saint-Quentin et d'avoir été frappé, j'étais encore grand gamin, quoi, par le fait que les couleurs, on avait l'impression que ça avait été fait hier. Exactement. C'est toute je ne sais pas pourquoi. Toute la caractéristique de cette fleur, parce que il n'y a rien qui si vous voulez, tableau à l'huile vire un petit peu, puis souvent il y a un vernis dessus. Là non, c'est comme ça. Alors, ça a des limites, hein, parce que s'ils sont en plein soleil, c'est foutu. Hein. Enfin, je dis en plein soleil, j'exagère. C'est pour ça que maintenant, il y a vraiment une recommandation très forte de faire ce turnover. Alors c'est un peu dur, hein, parce que on les voit pas beaucoup, quoi. Il faut les voir quand ils passent. Mais du coup, ça fait retourner les visiteurs au musée, parce que c'est pas les mêmes accrochages. J'ai pas compris. Ah, mais il n'y a pas d'humidité. Oui, bien sûr, là, il n'y a pas d'humidité, parce que vous voyez tous les engins. Alors, eh bien, évidemment, quand c'est dans un château au XVIIIe siècle, je ne sais pas comment ça tenait. Mais il y en a. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais là, au niveau hygrométrie, c'est parfait. Bon, on n'a pas tous les secrets, mais. Non, c'est. Avoir une collection de pastels ou tenir un musée du pastel, c'est beaucoup moins simple que de tenir un musée d'œuvres à l'huile, quoi. Ah non, je ne l'ai pas pris parce que, je vous explique, il n'existe plus. Voltaire a été perdu. On n'a que la préparation et une copie à l'huile qu'en a fait un autre artiste. Donc le vrai pastel de Voltaire n'existe plus. Mais malheureusement, mais quand même, ce jour-là, cette année-là, c'est ce qui a fait toute la renommée de Quentin de la Tour. On a la préparation. Je ne vous l'ai pas mise. Oh bah, si j'avais voulu, là, vous n'allez pas coucher. Hein, vous n'allez pas coucher. Non, j'ai fait un choix. Vous avez remarqué, ces choix correspondaient à chaque fois à quelque chose qu'on pouvait dire en plus sur la technique. Voilà. Puis parce que je les aime bien. On a bien senti que le choix que vous aviez fait, c'était vraiment le choix du cœur. Oui. Et la manière dont vous en parlez, ça donne vraiment envie d'aller les voir au musée de Saint-Quentin. Voilà. Je vous accueille avec plaisir.
Une nouvelle fois, merci, Monsieur Crépin. Bravo et merci, parce que c'était passionnant et très, très intéressant. Moi, j'ai quelques petites choses à vous dire avant que vous passiez un petit peu de temps pour aller vous rafraîchir. Et je vous répète que M. Crépin est à votre disposition si vous avez quelques questions complémentaires. Pourquoi Au sujet de Quentin de la Tour, naturellement, ou du Carillon, d'ailleurs, puisque vous avez une double casquette. Bon, je vous rappelle, mais vous savez tous que j'ai toujours la petite quille. Il y a sa petite sœur ou sa grande sœur sur le bar. Voilà, ça nous permet de continuer l'université. Et puis, Monsieur Crépin ne connaît pas la quille. Bah non. Je ne vais pas faire d'interrogatoire. J'ai pas fait mon service, donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir la quille. Donc je refais mon petit laïus. C'est une quille, mais tout le monde sait que derrière cette quille, enfin là vous le voyez bien, il y a une petite fente. D'accord. Et dans la petite fente, cela nous permet de continuer à vivre un petit peu voilà, et à faire vivre cette université. La prochaine conférence, qui ne sera pas la dernière, qui sera l'avant-dernière, mais ça je vous garde un petit peu la surprise pour la fois d'après. Donc la prochaine conférence aura lieu le vendredi 21 mars. Et donc ça sera Madame Émilie Goval. Le thème sera l'archéologie. Madame Émilie Goval, elle est conservatrice du patrimoine. Elle est coordinatrice du projet Canal Seine-Nord-Europe pour toute l'archéologie préventive. Donc toutes les fouilles qui ont été faites dans le cadre du Canal Seine-Nord-Europe, elle viendra nous les présenter. Et le titre de sa conférence, c'est « Les découvertes issues des opérations archéologiques liées au canal Seine-Nord-Europe ». Voilà. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis vous pourrez noter sur vos tablettes, la dernière conférence aura très certainement lieu le samedi 26 avril, mais ça sera une petite surprise. Je vous en parlerai la prochaine fois, puis vous regarderez vos mails pour tous ceux qui ont laissé leur mail, leur adresse mail à l'entrée. Si jamais ce n'est pas fait, vous pouvez encore le donner à Valérie, comme ça vous serez au courant de toutes les informations de l'université. Voilà, merci M. Crépin, merci à vous tous, et puis à la prochaine fois, bonne soirée.